On va continuer avec le docteur Catherine Ritter. De l'Office fédéral de la santé publique suisse. Et qui va nous présenter et puis pouvoir échanger avec nous sur un retour d'expérience, puisque effectivement en Suisse il y a une accessibilité qui est déjà proposée à certains cannabis ou certains en fonction des dosages. Et on accueille aussi donc en audioconférence professeur Barbara Breuers. Et donc, je ne sais pas si vous avez coordonné. Vous parlez l'une après l'autre. D'accord. Vous commencez? Bonjour, oui. Appuyez sur le micro. Merci pour votre invitation et pour votre intérêt pour ce sujet. Effectivement, nous nous sommes coordonnés avec la professeure Breuers des hôpitaux universitaires de Genève et de la Commission fédérale pour les addictions en Suisse, ainsi que membre du groupe d'experts qui a travaillé avec l'Office fédéral de la santé publique pour les cannabinoïdes en médecine. Elle va présenter plutôt la partie pratique et moi le contexte légal et la pratique des autorisations exceptionnelles qui est en fait ma tâche quotidienne à l'Office fédéral de la santé publique. Est-ce que c'est moi qui avance? Voilà, oui. Le cadre légal, les autorisations et la pratique donc d'aujourd'hui avec ces autorisations exceptionnelles et ensuite le futur qui nous attend en Suisse. Voilà le contenu essentiel de ma présentation aujourd'hui. Tout ce que je dis se trouve en fait dans les documents cités ici et puis les sites internet qui en principe sont directement accessibles en cliquant sur les liens. Un document vraiment important dont j'ai vu heureusement des copies ici, merci de les avoir préparées, c'est le rapport du Conseil fédéral en réponse à la motion Kessler, traiter les personnes gravement malades avec du cannabis. C'est un rapport que nous avons rédigé en interne à l'Office fédéral de la santé publique en préparation justement pour la décision du Conseil fédéral. Et ce rapport présente en fait, synthétise beaucoup des questions que vous avez déjà débattues ici et il présente aussi le futur pour la Suisse. Notre cadre légal, c'est bien sûr la loi sur les stupéfiants, mais dans la mesure où le cannabis est ici utilisé comme base pour des produits thérapeutiques, évidemment que toutes les lois, la loi sur les produits thérapeutiques et toutes les ordonnances correspondantes s'appliquent aussi. Donc on a ces deux cadres légaux entre lesquels, enfin vraiment qu'on prend en compte entièrement. L'article 8 de la loi sur les stupéfiants indique clairement que le cannabis ou les stupéfiants ayant des effets de type cannabique fait partie des stupéfiants interdits. Donc ici, on a, grâce à l'article 8, alinéa 5 de cette même loi sur les stupéfiants, une possibilité tout de même d'utiliser ce cannabis à des fins thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle l'application médicale limitée. Donc on a ici clairement une distinction entre le cannabis comme substance globale qui est interdite, mais une application possible pour la médecine. Donc on a une répartition des types de consommation ou des fins de consommation et aussi des produits comme on va le voir. Nous avons une définition du cannabis avec une limite de THC qui a été fixée à 1%. C'est une différence par rapport au reste de l'Europe. Cette décision avait été prise au moment de la révision, de la dernière révision de la loi sur les stupéfiants, pas pour des raisons médicales, thérapeutiques ou autres, mais uniquement pour que en fait, les agriculteurs qui cultivaient du chanvre ne se trouvent pas, sans le vouloir en fait,
soumis à des problèmes pénaux en raison de leur culture. Donc aujourd'hui, nous avons cette différence et ce niveau de 1% de THC. J'y reviendrai par la suite pour ce qui est des produits thérapeutiques. Ici, rapidement, deux autres substances aussi classifiées comme substances interdites, mais que l'on peut exceptionnellement prescrire en médecine, en tout cas le tronabinol pour le premier. Donc, un premier petit résumé. Le THC ou le cannabis à partir d'une teneur de 1% au moins est interdit. Il peut néanmoins être prescrit par un médecin en Suisse dans le cadre des autorisations exceptionnelles. Pour ce qui est du CBD, alors ce n'est pas une substance interdite, pas listée parmi les substances interdites sous la loi des stupéfiants. Et il peut depuis très peu maintenant, suite à la mise sur le marché de l'Epidiolex, être prescrit en Suisse comme une préparation magistrale. À ce moment-là, c'est donc du CBD de qualité pure, sans aucun THC. Et puis nous avons un document, une vue d'ensemble sur tous les produits contenant du cannabidiol, et pas seulement la partie pharmaceutique, disons médicaments, en Suisse. Voilà, je vais maintenant m'attarder un peu plus sur les aspects qui concernent les autorisations exceptionnelles. En fait, tous les médecins qui sont autorisés à travailler en Suisse peuvent adresser une demande de traitement pour des cannabinoïdes pour un patient donné et un médicament donné à l'Office fédéral de la santé publique. La demande doit comprendre bien sûr le diagnostic, le résumé de l'histoire de la maladie, l'indication, quels symptômes en fait le médecin souhaite-t-il traiter, et la liste des interventions thérapeutiques ou des médicaments déjà administrés. Ce point est essentiel, il montre en fait que le médicament à base de cannabis est le médicament est en fin de possibilités. Il faut avoir utilisé les autres options thérapeutiques avant de pouvoir présenter une demande à l'Office fédéral de la santé publique. Le médecin doit bien sûr mentionner le produit thérapeutique. Il doit joindre à la demande une autorisation écrite du patient pour en fait prendre ce traitement à base de cannabis qu'on n'a pas pour d'autres médicaments. Et puis, si au bout de 6 mois ou de 12 mois, parce que pour l'instant, maintenant nous donnons les autorisations exceptionnelles pour 12 mois, si le médecin souhaite continuer à prescrire, il doit nous envoyer un rapport dans lequel il mentionne en fait les résultats du traitement pour justifier le souhait de continuer. La façon dont est écrit ce rapport est libre pour le médecin. Donc, il y en a qui vous écrivent 1 page, 2 pages, où ils détaillent vraiment tous les bénéfices, retour au travail, diminution des autres médicaments, qualité du sommeil, enfin de façon vraiment très exhaustive. Et d'autres sont plus brefs. Ils disent simplement que l'effet sur la douleur ou sur la spasticité justifie la poursuite du traitement. Et voilà, nous n'avons pas systématisé cet aspect-là. Ce qui aujourd'hui pose des difficultés dans l'évaluation des résultats des traitements. Je veux aussi m'attarder un peu sur la question des indications. Bien entendu, les indications que les médecins fournissent pour traiter, dans leur demande pour traiter leurs patients sont celles qui sont couramment maintenant déjà listées dans les méta-analyses concernant le sujet des cannabinoïdes en médecine, donc évidemment la spasticité, les douleurs, nausées, manque d'appétit et autres symptômes en cas de maladie grave. Mais comme on est dans une situation d'autorisation exceptionnelle, d'analyse au cas par cas, et où il faut montrer que toutes les options thérapeutiques ont été utilisées, on a évidemment des demandes pour des indications qui n'entrent pas dans cette liste habituelle. Donc on a par exemple des demandes pour traiter des personnes avec de l'autisme, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Donc ce n'est pas pour traiter les maladies directement, mais des symptômes concomitants à ces tableaux. Donc en fait, c'est vraiment ça. Les demandes concernent des personnes dont la qualité de vie
est profondément affecté par la maladie. Évidemment, toutes les questions d'oncologie et de soins palliatifs sont aussi très fréquentes. Voici ici simplement repris une fois la liste des produits thérapeutiques que le médecin peut prescrire en Suisse. Vous l'avez aussi sous forme de tableau. C'est un extrait du rapport du Conseil fédéral en réponse à la motion Kessler. Donc, actuellement, il n'est pas possible en Suisse de prescrire des fleurs de cannabis. La seule chose que les médecins peuvent prescrire, ce sont ces 5 préparations, le Sativex qui est enregistré et qui a une autorisation de mise sur le marché. Et puis les autres préparations sont ce qu'on appelle des préparations magistrales. Donc c'est des médicaments dispensés de l'autorisation qui sont fabriqués par des pharmaciens. Donc leur contenu ou leur rapport entre la teneur en THC et CBD est variable. D'après ce que nous savons, les produits les plus populaires ou disons les plus fréquemment prescrits sont essentiellement l'huile de cannabis avec un rapport de CBD 2 fois supérieur au rapport de THC ou bien une autre forme huileuse de THC. Ça, c'est les produits les plus fréquemment prescrits, avec ensuite le dronabinol ou bien encore la teinture, une base alcoolique de cette préparation magistrale où il y a 2 fois plus de CBD que de THC. Donc on voit que même si le CBD n'est pas régi par la loi sur les stupéfiants, dans le cadre thérapeutique, il joue un rôle important dans le choix des médecins pour les prescriptions. Voilà l'évolution des autorisations exceptionnelles que nous avons accordées depuis 2012. Cette possibilité existe effectivement suite à la révision de la loi sur les stupéfiants et son entrée en vigueur en 2011. Donc j'insiste ici, il s'agit de l'augmentation des autorisations accordées. En vert, vous avez les premiers traitements, les nouveaux traitements, et en jaune, vous avez les poursuites de traitement. Donc cela ne correspond pas au nombre de personnes traitées. Il s'agit environ de 2500 à 3000 personnes et pas de 11 000 ou 12 000 comme pourrait le suggérer l'addition de toutes les autorisations données. Notre difficulté aujourd'hui, c'est bien sûr d'avoir sur la base, par exemple, des rapports des médecins qui demandent une poursuite de traitement. C'est un résultat vraiment individuel, positif, sinon il n'y aurait pas de demande de continuer le traitement. Comment traduire ce résultat individuel en un résultat collectif? Et un des indicateurs indirects que nous avons pour l'efficacité des médicaments, c'est la demande des poursuites. En 2017, ça correspondait presque à 40% des autorisations données pendant toute l'année. Cette augmentation, elle est certes importante, cependant, si on considère sur l'ensemble des personnes qui probablement se traitent sur le marché non légal en Suisse, ça reste une minorité. Il y a relativement peu, il n'y a pas de chiffres exacts à ce sujet. Quelques éléments intéressants ici. Notre activité en lien avec la loi sur les stupéfiants et surtout notre pratique de remise d'autorisation exceptionnelle a fait l'objet d'une évaluation, essentiellement pour estimer si le cadre légal correspond toujours aux besoins de la pratique. Ce sont des résultats qui n'ont pas été encore publiés. J'en ai sorti cependant un extrait pour simplement vous montrer les demandes les plus fréquentes et puis l'estimation des résultats ou l'estimation de l'efficacité des traitements par les médecins. Donc vous voyez que vraiment les raisons de traitement les plus fréquentes, ce sont les douleurs chroniques, la spasticité, clairement prédomine ici. Si on analyse de la même façon, mais en prenant non pas l'indication, mais le diagnostic, il s'agit
en premier, la raison la plus fréquente pour prescrire, c'est les maladies du système nerveux, puis ensuite les maladies du système musculo-squelettique, la deuxième catégorie. Plus intéressant peut-être aussi à ce stade, c'est l'estimation de l'efficacité par les médecins pour traiter les symptômes. Encore une fois, j'ai souligné ici les douleurs neuropathiques et les douleurs chroniques. Donc en bleu, le plus foncé, donc efficace à plutôt efficace. Donc on voit que pour les médecins qui ont prescrit ces médicaments pour leurs malades, ils considèrent que c'est efficace ou relativement efficace, plutôt efficace quand même de façon importante. Et la même question par rapport au diagnostic avec la sclérose en plaques qui arrive en tête, suivi ensuite par le traitement des effets secondaires de la chimiothérapie, disons dans l'oncologie. Ouais. Voilà, donc nous étions l'été dernier confrontés en fait exactement à la même situation, un peu qu'est-ce qu'on fait pour la suite. On a un accès, il existe un accès pour des médicaments à base de cannabis en Suisse. Au niveau de la science, il y a peu d'évidence, pas assez de recherche, clairement une différence entre ce qui est dans les résultats publiés et puis les retours des médecins qui souhaitent continuer à prescrire les médicaments pour leurs patients, enfin une différence entre ce qu'on lit dans la littérature et ce qu'on observe dans la pratique, avec également cette augmentation importante du nombre de personnes qui souhaitent un tel traitement. Donc en juillet 2018, le Conseil fédéral a pris la décision dans ce contexte tout de même de faciliter l'accès au cannabis médical. Il nous a donné donc un mandat au département fédéral de l'Intérieur d'adapter la législation en ce sens ou d'élaborer dans un premier temps un projet de consultation qui va comprendre en fait la levée de l'interdiction de circulation du cannabis à des fins médicales uniquement, donc ça ne changera rien sur le statut de la consommation de cannabis à d'autres fins que des traitements. Simplement, c'est le type de contrôle qui va changer, mais il restera bien sûr contrôlé. La question du remboursement aussi va être bien sûr examinée, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, en fait, les traitements ne sont pas obligatoirement remboursés par les assurances maladie. Les patients, dans la plupart des situations, ces traitements sont à charge des personnes directement. Et un autre souhait du Conseil fédéral, c'est de clairement améliorer les connaissances sur l'efficacité de ces médicaments, en parallèle à l'accès facilité. C'est-à-dire la question de la recherche, même s'il y a une ouverture par rapport à l'accès, la question de la recherche reste pertinente et d'autant plus, je dirais. Concernant la formation des médecins, la doctoresse Broers va vous en parler encore davantage tout à l'heure. Et moi, je vais passer à une deuxième synthèse, en fait, pour dire qu'en Suisse, il existe effectivement un accès à des produits thérapeutiques à base de cannabis, pas aux fleurs de cannabis. Cet accès est rigoureusement contrôlé par l'Office fédéral de la santé publique. Ce contrôle et le type de médicaments ainsi que leur prix rend pratiquement impossible le risque de détournement de ce médicament à d'autres fins que ce pourquoi il est prévu. Un changement du type de contrôle est prévu pour 2022 au plus tôt dans la pratique, c'est-à-dire que nous allons continuer à fonctionner avec ce système au quotidien, dans le sens d'un accès facilité, mais qui restera néanmoins contrôlé. Je vous remercie. Merci. On passe la parole à votre collègue, le professeur Broers. Volontiers. Bonjour depuis Genève. Bonjour Paris. Bonjour. Merci pour de m'offrir la possibilité
de compléter ce qu'a dit Catherine. Donc, vous avez, voilà, parfait. Prochaine dia, s'il vous plaît. Catherine a permis la réponse à une partie de ces questions et je vais essayer, les questions qui nous ont été posées avant aujourd'hui, et je vais compléter par un regard clinique, tout en excusant déjà ma collègue doctoresse Valérie Piguet, qui est notre responsable de la consultation douleur et qui a une grande expérience avec la prescription de médicaments à base de cannabinoïdes et qui malheureusement n'a pas envoyé son document à temps hier, mais elle m'a fait un retour et je vais intégrer quelques de ces messages dans ma présentation. Prochain dia, s'il vous plaît. Donc là, on vient de voir le regard de l'OFSP. Prochain, s'il vous plaît. Et je vous raconte un peu mon vécu ou notre vécu ici avec l'utilisation de cannabinoïdes. Au fond, on peut prescrire des médicaments à base de cannabinoïdes depuis très longtemps. J'essaie de trouver l'histoire, mais en fait, déjà dans les années 90, je travaillais à la consultation VIH et on avait la possibilité de faire une demande d'autorisation exceptionnelle pour la prescription de Marinol à l'époque. Donc ça, c'est du THC pur, notamment pour la spasticité sévère, mais surtout pour des cachexie dans le contexte du VIH. Donc ça se faisait vraiment extrêmement peu. Il y avait peut-être une vingtaine de patients qui recevaient ce traitement en Suisse. Et dans mon expérience, des patients disaient, mais c'est pas la même chose que le cannabis, ça marche pas du tout, je n'aime pas, c'est un produit que j'aime pas, en plus c'est trop cher, c'est pas remboursé par les caisses maladies, et voilà, les patients retournaient souvent, parce que souvent c'était parce qu'ils utilisaient de la plante et qu'ils voulaient sortir d'une situation illicite, mais ils retournaient vers la plante avec tous les risques liés à cet usage. À l'époque, on était aussi très peu d'avoir un peu d'expérience pour prescrire. Suivant, s'il vous plaît. Alors après, en fait, je peux pas dire exactement quand ça a commencé, mais en tout cas depuis environ 2005, il y a une grande augmentation de demande de prescription de cannabinoïdes pour d'autres indications, notamment des douleurs autres que spasticité. Aussi des problèmes de sommeil, d'autres choses. Et en fait, en partie, à mon avis, c'est lié au fait qu'on avait une association des gens avec une amyotrophie latérale, une sclérose amyotrophique, et c'est une personne dans une chaise roulante qui était très télévisée, qui parlait beaucoup pour l'accès à des médicaments à base de cannabinoïdes. En même temps, il y avait d'autres patients qui ont créé ce qu'on appelait les Cannabis Medical Clubs. Donc, c'est des associations qui essayaient de mettre à disposition du cannabis, donc la plante, donc les fleurs de cannabis pour leurs membres, mais dans un contexte un peu gris. Donc, c'était plus ou moins toléré par les villes. Il y avait quelques clubs, pas énormément, mais ça faisait beaucoup de publicité. Et en tout cas, ils disaient aussi pourquoi le cannabis les aidait pour toute une série de maladies et de symptômes. Il y avait une pharmacie, disons, à Langnau, c'est près de Berne, une pharmacie qu'on peut considérer phare parce que c'est la pharmacie qui s'est spécialisée vraiment dans la production de médicaments à base de cannabinoïdes, qui proposait les teintures et l'huile de cannabis, avec des proportions comme Catherine Ritter vient de montrer, et aussi c'est quelqu'un qui était très facilement accessible pour la télé, la radio, et qui était vraiment, c'est très fréquent que les patients venaient me voir en disant, avec un article du journal, vous voyez, ce monsieur à Langnau, il peut faire des médicaments pour tel et tel patient, je pense que ça peut m'aider. Donc, ça fait bouger beaucoup de choses. Et qu'en 2009, avec le professeur Brenneisen à Berne, qui, comme moi, on était un peu désespérés devant l'accès très difficile à des médicaments à base de cannabinoïdes, on a créé une sorte de groupe de travail pour faciliter l'accès à des cannabinoïdes en médecine, et que
pour être une sorte d'interlocuteur pour l'OFSP et d'organiser des journées scientifiques, proposer d'interventions dans d'autres congrès et voilà, encourager la discussion. Suivant, s'il vous plaît. Et suite à ça, effectivement, il y a des choses qui ont bougé. L'Office fédéral de santé publique a mandaté en fait une sorte de revue de littérature qui est sortie comme un article scientifique dans le JAMA en 2015, qui nous a permis de mettre un peu les bases plus solides pour avoir voilà, l'accès à des médicaments. À ce moment-là, le comité d'experts a été créé. Et en fait l'OFSP nous demandait surtout s'il y avait d'autres indications que le problème de spasticité, de douleur et de cachexie, voilà, si c'était s'il y avait un intérêt ou pas pour la prescription de cannabinoïdes, par exemple de maladies de Crohn, de TADA, d'autres maladies où les patients disaient ça me fait du bien et ils nous disaient est-ce que vous pensez que basé sur la littérature et ce qu'on sait actuellement sur le THC et CBD c'est intéressant. Donc du coup ça c'était notre rôle et que ça a permis voilà d'expérimenter avec d'autres maladies. Entre-temps, voilà, comme Catherine a dit, en 2011, il y a eu ce changement par rapport à la loi. En même temps, la production d'autres types de cannabis avec un très haut dosage en CBD. Et en fait, donc, on a vu l'apparition de magasins CBD un peu partout en Suisse. Avec donc des cristaux, des gouttes de CBD, donc très fortement dosées en CBD jusqu'à 15-20%, aussi des fleurs. Ça a augmenté en fait la discussion dans le grand public et chez des médecins sur l'intérêt des cannabinoïdes en général. Et même si on n'a pas de données exactes, on sait que dans ces magasins, c'est plutôt des personnes âgées qui viennent pour chercher des petites gouttes pour mieux dormir, pour diminuer les benzodiazépines, pour avoir moins de douleur, etc. En même temps, il y a aussi le Sativex, le navaximol, pour les scléroses en plaques qui sont arrivées sans autorisation. Donc ça a facilité au moins l'accès à ce médicament, quitte à rembourser en principe aussi pour un groupe de patients. On a vu qu'il y a cette augmentation importante des demandes d'autorisation et je pense que Catherine vient de le montrer pour plein de maladies différentes, mais ouais, surtout les douleurs, mais plus douleurs très diverses et des cancers. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de patients là-dedans qui doivent arrêter parce qu'en fait, l'assurance ne rembourse pas. C'est probablement, c'est au moins la moitié, en tout cas dans mon expérience, c'est au moins la moitié, voire plus de personnes qui arrêtent, pas parce que ça marche pas, mais parce que c'est trop cher. Et que donc, du coup, ils retournent soit à d'autres médicaments, comme je peux prescrire des opiacés, des benzodiazépines, des neuroleptiques ou d'autres médicaments avec plus d'effets secondaires, mais qui sont finalement remboursés par les caisses maladies. Suivant, s'il vous plaît. Donc, je pense important de se rappeler que pour le moment, la prescription reste très compliquée en Suisse. Du coup, même s'il y a une augmentation de demande, on a quand même un peu un petit groupe qui prescrit et qu'on fait tout pour élargir ce groupe. Et que pour ça, dit à suivant, il y a un site en Suisse qui s'appelle Praticien Addiction. Vous trouvez le lien en dessous là, et que même si voilà, c'est pas du tout en lien avec le problème cannabis et addiction, il y a un chapitre maintenant qui s'appelle Cannabinoïdes en médecine, qui permet d'avoir un document qui facilite la demande d'autorisation à l'OFSP. Donc on peut juste cocher certaines choses, on n'a plus besoin de faire un très long courrier, et qu'il y a déjà une feuille de déclaration de consentement pour le patient. Donc vous pouvez aller sur ce site, il est gratuit et que voilà, il contient plein de conseils pratiques pour la prescription de ce médicament, et c'est pas très compliqué au fond, et on espère que les gens vont prescrire plus. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Là, encore une fois, la liste de médicaments que nous avons actuellement,
J'y reviens pas trop, simplement pour dire que la situation est un peu étrange, qu'il y a peu de pharmacies, il n'y a que 2 pharmacies en Suisse qui proposent ce médicament et qu'il y a des projets pour l'élargir. Mais c'est une barrière de plus, surtout pour les patients francophones qui doivent aller commander leurs médicaments dans une pharmacie en Suisse alémanique et donc voilà, ça les gêne d'aller commander là-bas. Suivant, s'il vous plaît. Donc, comment on fait actuellement en pratique, c'est que heureusement on a un choix du médicament. Par rapport à avant, où on n'avait que le Marinol ou après le Dronabinol qui est aussi du THC pur. Je trouve que depuis qu'on a accès à des médicaments qui sont une combinaison de THC et CBD, c'est beaucoup mieux toléré par les patients et que ça facilite énormément la prescription. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de la pathologie du patient, l'effet attendu du THC et CBD et le type de personnalité, on va choisir une substance. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une grande spasticité, on sait qu'on doit mettre du THC, c'est nécessaire parce que le THC a cet effet antispasmodique, mais quand on sait que c'est quelqu'un de relativement anxieux, on aime bien rajouter une proportion non négligeable de CBD. Donc on prendra par exemple l'huile de cannabis où on a 2 fois plus de CBD que de THC. Dans mon expérience, c'est important de comprendre que les gens qui n'aiment pas l'alcool ou qui ont un antécédent de problème avec l'alcool, ils n'aiment pas du tout le Sativex ni la solution éthylique d'alcool. Donc c'est aussi très important d'avoir quelque chose d'autre comme un médicament à base d'huile. C'est le goût d'alcool est très fort. Okay. Donc après, il n'y a pas de guidelines très clairs actuellement sur combien prescrire. Mais en fait, on utilise les principes de prescription. Voilà, on commence très lentement, très bas, et on augmente lentement. On arrête quand il y a un effet suffisant, et quand il n'y a pas d'effet ou peu d'effets, ou il y a des effets secondaires, on arrête. Et on ne dépasse jamais les 30 mg THC. Après, on sait que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas un médicament qui va résoudre tout. C'est un médicament qui est extrêmement utile pour beaucoup de patients, mais souvent à un très bas dosage. C'est assez intéressant, surtout en cas de spasticité. Aussi, c'est surtout intéressant s'il y a une sorte de multi-effet. Donc, du coup, ça marche un peu sur les douleurs, mais aussi sur l'appétit, sur un mieux-être, sur la spasticité. Et comme exemple, on est en train de faire un projet passionnant dans un établissement médico-social avec des personnes avec des formes de démence extrêmement sévères qui représentent des troubles de comportement, notamment des cris incessants, des agressivités. Et que les responsables de cet établissement étaient venus nous voir pour voir si ils avaient une expérience avec du Sativex extrêmement prometteur et qu'on a essayé de faire une sorte d'expérience clinique avec plusieurs patients. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un effet avec faible dosage d'huile de cannabis, on utilise aussi, sur le mieux-être, sur le comportement. On peut baisser beaucoup d'autres médicaments, notamment des opioïdes et des benzodiazépines. Les gens sont moins constipés et ils sont beaucoup plus accessibles. Donc, il y a des indications extrêmement intéressantes. Et là, voilà, bien sûr, on doit confirmer maintenant par un essai randomisé si ça se confirme aussi dans un grand groupe. Mais sur le plan clinique, c'est extrêmement intéressant. Donc, souvent, on voit que ça marche à un très faible dosage. Aussi, je tiens à mettre ici les remarques de la Dr. Spiguet, qui utilise beaucoup de médicaments à base de cannabinoïdes pour des douleurs, vraiment des douleurs. Des gens qui viennent dans une consultation de la douleur. Donc, c'est souvent des gens qui ont essayé tout. C'est des gens avec des douleurs extrêmement importantes. Et dans son expérience, pour des douleurs chronique où il y a un aspect neurogène, que ce soit purement neurologique ou en lien avec des cancers, elle voit quand même 30 à 50% de baisse de douleur et notamment aussi parce que les gens se sentent mieux, ils dorment mieux et ils sentent moins la douleur, ils se sentent mieux. Elle prescrit surtout le Sativex actuellement parce que il y a moins de problèmes de remboursement. Donc ça. Ce qu'elle souligne aussi encore, c'est qu'il y a, dans son expérience, elle a beaucoup, il n'y a aucun patient qui augmente la posologie sans en avoir discuté avec les médecins. Donc, on fait un suivi très intense au début
Hein, même par téléphone, on rappelle les patients 2 fois dans la semaine et qu'on les revoit peut-être après 1 ou 2 semaines pour accompagner le début et l'augmentation très lente de traitement. Nous avons beaucoup de demandes de patients français. Ça pose un vrai souci pour nous parce que c'est souvent des situations vraiment de gens très désespérés qui veulent venir de toute la France ici parce qu'ils savent qu'en Suisse on peut prescrire. Après on doit leur expliquer qu'on ne peut pas prescrire à des patients qui ne sont pas domiciliés en Suisse et aussi que c'est des médicaments très chers. Donc voilà, j'espère aussi que de votre côté la situation va avancer. Suivant s'il vous plaît. Donc, juste pour revenir à votre question, si ça a changé la prévalence d'usage ou la prescription des médicaments à base de cannabinoïdes, on a vu que la prévalence a beaucoup augmenté, mais en fait c'est un peu indépendant de la législation, parce qu'on a toujours, dans mon expérience, ça fait au moins 30-40 ans qu'on peut prescrire, et que le changement de loi a facilité cette prescription, mais à mon avis, il y a plein d'autres choses qui a fait d'autres événements, comme j'essaie de montrer, qui ont fait qu'il y a plus de demandes et d'utilisation de médicaments à base de cannabinoïdes. On n'a jamais fait de communication spécifique sur la séparation entre l'usage thérapeutique versus l'usage récréatif, mais on souligne déjà, disons, la différence. Et par exemple, deux choses que je dis toujours, que toute substance, hein, que ce soit des opioïdes ou des cannabinoïdes, ils ont ce côté médicament et récréatif. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, et on a des médicaments, comme les opioïdes qui sont accessibles beaucoup plus facilement que les cannabinoïdes. Et aussi, c'est l'utilisation de mots. Hein, j'essaie toujours de ne pas parler du cannabis médical, mais soit des médicaments à base de cannabinoïdes ou cannabinoïdes à usage thérapeutique, pour faire la différence avec le cannabis, parce qu'en fait, on ne prescrit pas de plantes. Okay. Et finalement, on n'a peut-être pas fait de communication spécifique parce qu'il n'y a pas de consensus très clair sur la séparation des agendas, parce qu'au fond, on peut aussi dire qu'on sait que si on peut réguler le marché du cannabis récréatif, ça va faciliter l'accès à des médicaments et à la recherche surtout. Hein, parce que là, pour le moment, le cannabis reste interdit, donc c'est extrêmement compliqué de faire la recherche avec cette substance. Voilà, je vais terminer là. Je suis prête à répondre aux questions. Merci beaucoup pour ces 2 présentations. Et donc, on va laisser la parole aux membres du comité qui ont sûrement des questions à vous poser. Laure Coppel, Gilles Aidant ensuite. Bonjour, merci pour cette expérience qui va effectivement éclairer les nôtres. C'est très intéressant. Mais en fait, j'ai du coup plusieurs questions qui sont assez pratiques. Hein, mais donc, vous avez beaucoup parlé du prix. Et donc, je suis curieuse, mais je voudrais savoir ça coûte combien. Vous avez beaucoup dit on commence bas. Alors du coup, dites-le nous, vous commencez à quelle dose? Et on augmente lentement, c'est-à-dire tous les combien? Merci beaucoup. Alors, je peux commencer peut-être. Si on revient sur ma présentation, 2 slides en avant, on voit le prix par jour. C'est pour un dosage de 10 mg de THC, qui est un dosage relativement élevé, on est entre 8 et 17 francs par jour. Hein, donc, en euros, ce sera entre 7 et 14 euros par jour pour un traitement. Donc, pour un patient qui a peu d'argent, c'est quand même extrêmement beaucoup. Alors, après, si on arrive à trouver le slide, c'est le slide avec le prescrit des médicaments à base de cannabinoïdes, avec tous les médicaments, parce qu'on voit aussi l'unité qui est là-dedans, et que c'est 2 après qui prescrit quel produit, encore un plus loin, oui. Voilà, celui-là. Vous voyez qu'au fond, c'est un peu compliqué parce qu'on a, avec le Marinol, on n'avait que des comprimés de 5 mg. Donc ça, c'était très difficile à doser parce qu'on sautait de 5 à 10. Et 5, déjà, c'était trop pour beaucoup de gens. Avec les gouttes, on peut faire des gouttes donc de dronabinol. Moi, personnellement, j'utilise plus du tout de dronabinol gouttes parce que je pense que pour les patients, c'est beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose avec du CBD dedans.
Donc, par exemple, l'huile de cannabis standardisée, une goutte contient 0,4 mg de THC et 0,86 mg de CBD, et on commence avec une goutte. Voilà. Et souvent, je dis commencez le soir, et qu'après le lendemain, on fait, si la personne a supporté, on peut reprendre le lendemain. On prend 2 gouttes, après 3 gouttes, après 4 gouttes. Et en général, dans mon expérience, les gens, ils arrivent à environ entre 5 mg de THC, 10 mg de CBD et 10. Hein, et que quelques personnes ont besoin de plus, mais très rarement. Oui, il y a deux points que j'ai trouvé intéressants dans votre présentation. C'est, d'une part, c'est que vous faites le lien plutôt positif entre un accès non interdit, un accès encadré à ces substances et recherche. Et j'ai insisté ce matin, mais je continue mon idée que c'est un point extrêmement important pour bien préciser le service que rend ces produits en pathologie. Et le deuxième point, c'est que vous faites une différence entre THC et puis CBD. Le CBD est en prescription pharmaceutique facile d'accès, et puis l'autre est, voilà, le THC est plus encadré, plus surveillé, plus soumis à autorisation plus rigoureuse. Au fond, c'est assez original. Est-ce que c'est votre vue qu'il faut avoir un regard différencié entre ces deux substances dans ce qui pourrait être l'accès ou non de ces substances? En quoi ça a été un élément qui s'est imposé à vous d'avoir deux regards différents pour ces deux substances? Disons, effectivement, vous avez utilisé le bon mot, ça s'est imposé de par le contexte légal pour le THC, et puis cette fameuse limite du 1%, qui a fait qu'en fait plusieurs producteurs ont croisé les plantes jusqu'à obtenir des plantes de cannabis avec du CBD en haute quantité et en haute teneur, merci. Et ils ont vendu ça tout d'abord en Suisse il y a 2 ans, c'est une histoire très récente, sous forme de succédané du tabac, donc quelque chose de tout à fait légal, à partir du moment où le THC était en dessous de 1%. Et suite à ça, ensuite, c'est multiplié toutes sortes. On a vu une explosion de marché de différents produits qui contiennent le CBD. Mais ça s'est fait, voilà, ça s'est imposé, ça s'est fait tout seul. Et le défi pour les médecins aujourd'hui, c'est d'intégrer quand même cette composante dans le traitement et de ne pas considérer que le THC, parce que le THC, c'est celui qui est interdit. C'est celui sur lequel nous basons toutes nos législations, notre raisonnement scientifique aussi. On réfléchit en termes de pourcentage, mais ce n'est pas un langage médical. Quand on revient à la pratique clinique, on essaie de réfléchir en milligrammes. Donc voilà, il faut composer avec cette situation légale en essayant toujours d'avoir je pense important d'avoir une approche large. Quand on dit cannabis, on parle de quoi? On commence par définir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle fumer du cannabis? Mais fumer du cannabis, ça peut vouloir dire fumer du CBD. Ça n'a pas du tout la même conséquence pour quelqu'un qui a même une prédisposition seulement à la schizophrénie ou une autre maladie. Donc vraiment essayer de bien définir de quoi on parle. Et si j'ose faire un complément d'information, si tu peux dire quelque chose? En fait, on connaît le mieux le THC, le CBD comme cannabinoïdes. Mais on sait que le cannabis contient plein de cannabinoïdes, plus d'autres substances qui ont aussi une activité, des terpènes et des phytopertènes et tout ce qu'on veut. Je pense que là, on voit ce qu'on sait dans nos médicaments, c'est le THC et le CBD, mais il y a aussi d'autres effets, probablement d'autres cannabinoïdes là-dedans. Et je pense que le futur va nous dire quels sont les principes vraiment actifs là-dedans. Nous, on a, à mon avis, encore une connaissance assez limitée sur les vrais effets et dangers éventuels des cannabinoïdes.
mais c'est en lien avec le fait que le cannabis est interdit. Hein. Donc du coup, après, on a créé un faux produit qui est du THC pur, qui n'a rien à voir avec le cannabis. Donc pour ça aussi, si on peut faciliter la recherche sur voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être efficace dans la plante cannabis et comment l'extraire ou faire un médicament qui est facilement accessible, qui a une galénique meilleure qu'on a actuellement, on a tout à gagner. Merci. Oui, Marie-Geoffrey Roustide. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé à toutes les deux qui était vraiment très intéressant, très instructif pour nous. Moi, j'avais une question sur la réception sociale en fait de cette question en Suisse, à la fois en population générale et puis également sur l'engagement des médecins. Est-ce que ça a été compliqué de sensibiliser les médecins à la prescription? Est-ce que vous avez eu des réticences? Comment se passent Parce qu'il y a des médecins qui se sont inscrits un peu comme moteurs dans des formations, voilà, un peu sur la dimension sociétale. Je peux commencer. Moi, je peux que vous dire qu'il y a un énorme intérêt actuellement de la part des médecins, de la part même d'autres, de physiothérapeutes. Demain, je dois faire une présentation, j'ai des physiothérapeutes. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer beaucoup. Hein. Il y avait une réticence et que tout le monde disait mais c'est trop compliqué, et que voilà on ne sait pas et le danger du THC et qu'on veut pas le faire. Et là il y a de plus en plus d'expériences, donc il y a plus de patients qui le disent aux médecins et que il y a cette facilité maintenant de procédure en fait déjà avec un site qui montre le formulaire. Il y a plus de médecins un peu partout en Suisse qui sont une sorte de guide pour les autres. Donc, les gens du Swiss Task Force for Medical Cannabinoids, ils sont sur une liste. Donc, on me contacte souvent pour un petit conseil. Et que voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc, beaucoup d'interventions, la pratique, un helpline aussi sur le site Praticien Addiction où il y a pas mal de questions. Et les gens sont étonnés. Ils disent, mais en fait, c'est beaucoup moins. Je veux dire, il y a beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec les opioïdes. Moi, j'ai contact avec des oncologues, surtout dans le domaine de l'ORL, et ils disent tous, mais au fond, on ne devait pas mettre en deuxième intention des tramadol et après les opioïdes, mais on devrait mettre peut-être plus les cannabinoïdes parce que tous nos patients ont des problèmes d'appétit, des problèmes de nausée qui s'aggravent avec les opioïdes. Donc, c'est quelque chose qui bouge et que et de nouveau, pas de faux espoirs non plus, mais c'est quelque chose qui relève d'un grand intérêt actuellement. Je vais apporter aussi un élément de réponse à cette question. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle des médias. En Suisse, on jouait vraiment un rôle important. On a constaté un nombre croissant de publications, d'articles de journaux, en partie d'excellente qualité, où on voit vraiment que les journalistes eux-mêmes maîtrisent certains aspects vraiment pointus du sujet. Peut-être ce qui facilite la prise ou l'acceptation de la situation aussi par les médecins, c'est d'être confrontés à des malades auprès desquels justement ils ont tout essayé. Ils n'ont plus d'options thérapeutiques, donc pourquoi pas essayer quelque chose de supplémentaire. Et puis nous sommes vraiment du côté des médicaments. Il n'y a pas de prescription de fleurs. Peut-être que l'acceptation ou la recevabilité de la question du cannabis au sens large serait différente. Je ne sais pas. Et puis aussi, l'espoir, parfois certes excessif ou trop grand ou disproportionné pour certains groupes de personnes auxquels on a relativement, parfois vraiment peu à offrir. Si on prend l'exemple de l'établissement médico-social cité avant, avec des personnes gravement démentes, qui sont rigides, spastiques, les toilettes sont difficiles, le soin quotidien est difficile, il y a toute une catégorie de professionnels de la santé qui cherchent des moyens de donner une certaine dignité, de faciliter le quotidien à la fois des malades et des soignants pour des groupes de population marginaux finalement, ou qui laissent peu parler d'eux. Donc voilà, de notre...
Gilles Aidant. Oui, depuis que vous avez mis à disposition plus facile, ces molécules, est-ce que vous avez une idée de leur utilisation respective dans différentes indications et comment vous en avez un retour précis d'évolution des pratiques en termes de quantité et en termes de qualité et d'indications précises de l'usage de ces produits? Ce sont les quelques diapositives que j'ai montrées des résultats de notre évaluation de pratique. Ça ne concerne pas toutes les autorisations, ça concerne à peu près, bon, si les indications étaient complètes, à peu près 3000 autorisations. Il y a une publication aussi qui est citée dans l'autre rapport d'un médecin qui a travaillé chez nous et qui a analysé à peu près 1000 dossiers sur les années 2013-2014. De façon plus détaillée. La référence est dans le grand rapport cité avant, mais je peux vous envoyer cette référence si vous le souhaitez. Je peux vous envoyer le PDF. Et là, ce qu'on voit aussi, donc on voit les indications principalement sclérose en plaques, les diagnostics, pardon, sclérose en plaques, maladie neurologique ou maladie du système locomoteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'âge. La moyenne d'âge dans l'étude de ce médecin, elle est de 57 ans. Suite à notre évaluation ici, qui prend plus de données en compte, on a passé à 61. Donc on a beaucoup de demandes de la part vraiment du quatrième âge. Évidemment contrebalancé dans la statistique avec des tout petits enfants, avec des paralysies cérébrales, hospitalisés pendant longtemps. Mais l'âge est un facteur aussi intéressant. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Je suis désolé parce qu'on est contraint un peu par le temps. Je voulais vous remercier toutes les deux de vous être rendues disponibles pour notre comité, d'avoir répondu à toutes ces questions. On aurait pu en avoir d'autres, mais bon. On reviendra peut-être vers vous si le comité avance dans sa réflexion. On vous contactera probablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.